Bonsoir, je vous remercie d'être venus si nombreux. Je pensais rester dans l'ombre comme il sied à un éditeur, mais l'absence de Yael Pachet, qui a dû rester à Nantes pour un concert, fait que je prends quand même la parole 2 secondes. Je voulais juste d'abord vous remercier d'être venus. Ensuite, remercier aussi les participants, c'est-à-dire Valérie Rousseau, qui est venue de loin pour dire les liens qu'il attache à Stephen Romer, à son œuvre en tout cas. Valérie Rousseau était de l'équipe qui a traduit le premier volume de Stephen Romer traduit en français sous le titre Tribu aux éditions Le Temps qu'il fait en 2007. Je voulais remercier aussi Jacques Bonafé, que personne n'a présenté dans cette maison puisqu'il y est très souvent, mais dont je suis particulièrement content qu'il soit là ce soir parce que c'est lui-même qui avait inauguré en quelque sorte la maison d'édition Le Bruit du Temps en lisant des parties du grand poème anglais de Robert Browning il y a de cela presque sans doute 12 ans. Gilles Ortlieb, qui était déjà dans l'équipe des traducteurs du premier volume, ami de toujours, traducteur polyglotte, et qui a bien voulu de temps en temps abandonner la traduction très prenante des journées de Séphéris pour se pencher sur les poèmes de notre ami Stephen Romer. Et de Stephen, je vous laisserai les participants en parler mieux que moi, mais je dirais quand même 2 mots. D'une part, Steve, il se trouve que c'est la première personne que j'ai rencontrée à mon arrivée à Paris. C'était en 1981 et j'habitais Place des Vosges chez Madeleine Follin, la veuve du poète. Et une semaine après mon arrivée, elle m'a présenté un jeune couple anglais et un poète qui traduisait Follin. Et nous sommes allés manger ensemble et cette amitié nouée ce soir-là ne s'est jamais démentie pendant 40 ans. Je dis ça parce que Follin, j'aurais dû peut-être m'étonner davantage dans mon innocence et dans ma naïveté. Je ne trouvais pas ça extraordinaire, mais qu'un jeune poète fraîchement débarqué à Paris s'intéresse à l'œuvre de Jean Follin qu'il essayait de traduire, qu'il traduisait, dont il traduisait des poèmes, cela aurait dû m'alerter davantage. J'ai vite appris qu'il était également, il s'occupait d'une petite revue franco-anglaise qui s'appelait Twofold et qui consacra un de ses premiers numéros à Jacques Dupin, qui était un des poètes que j'admirais moi aussi beaucoup. Tout cela faisait des coïncidences et que par ailleurs, il travaillait à un travail de thèse, je crois, enfin, en tout cas, je savais qu'il travaillait à l'université sur T.S. Eliot. Ce n'est pas anodin non plus quand on lit ses poèmes. Voilà. Ensuite, il y a eu les parutions successives de ces recueils, son installation à l'université en Touraine, où il enseigne depuis toutes ces années à l'université de Tours, et enfin ce volume dont je suis tellement heureux de pouvoir le publier dans la maison et donc qu'il apparaisse ainsi au catalogue. Je dirais encore une dernière chose, c'est que quand on publie comme ça quelqu'un qui est très proche, qui est un ami, on a toujours un petit peu peur que notre jugement soit un peu faussé par l'amitié, aussi par le fait qu'on reconnaît dans l'œuvre une personne que l'on aime. Et ce qui m'a fait grand plaisir, c'est l'accueil assez exceptionnel pour un recueil de poèmes qui a été fait au fauteuil jaune avec des articles vraiment
comme on en voit peu sur la poésie de François Lallier dans Poésie Bao, de Olivier Barbaran dans Europe, de Yaël Pachet dans, j'allais dire la quinzaine littéraire, mais c'est En attendant Nado. Voilà, donc un recueil qui mérite les éloges qu'il a reçus et ce dont nous allons avoir la preuve tout de suite. Voilà, je vous laisse la parole. Comment ? Ça marche ? Oui. Donc l'introduction, elle sera très rapide. J'ai relu en prévision de ce soir, le précédent volume qui était paru autant qu'il fait, Tribute, et ce qui m'a frappé, c'est la continuité absolue entre ce volume et celui dont on va parler ce soir. Le premier, avait été préfacé par Valérie Rousseau, et l'acuité, la pertinence de ce que tu disais dans le premier est à peu près encore applicable sans changer grand-chose pour le second, c'est-à-dire on a affaire à une œuvre assez rare au sens où on reconnaît tout de suite, c'est un ton très reconnaissable, rare aussi dans la mesure où je crois que c'est maintenant le 5e volume de poèmes publiés en Angleterre. Ça peut être seulement ou beaucoup, selon le côté où on voit la chose. C'est une œuvre très singulière, on en parlera peut-être plus dans le détail. Pour l'organisation de la soirée, on n'a pas gardé les 6 sections qu'il y a dans le volume originel. On va l'articuler en 3 chapitres, disons, les ateliers, parce que Steve a un intérêt non démenti pour la peinture, dont on sait les accointances avec la poésie en règle générale. Donc il y aura une partie atelier, une partie dénommée phare, au sens où ce sont les auteurs et les aînés qui ont compté pour lui, et une dernière partie intitulée Les yeux mi-clos, qui tâchera de faire un petit peu le point sur son attitude dans la vie quotidienne, cette tension dont on aura l'occasion de parler plus en détail entre le quotidien parfois un peu étriqué et un idéal pas toujours atteignable. On va à la lecture directe, peut-être. Passage du peintre. La marche, la baignade, la balade à vélo, la large rivière et un bout de carton. C'était cela, ton Arte Povera. Et les lever à l'aube pour voir l'épaisse fumée du foin qu'on brûle afin de sauver le cru de l'année, les gelées de mai. Ta gouache de la cruche marocaine bleue et blanche, écume de lilas sur fond de briques, recueille l'unité du quadruple. Pendant quelque temps encore, la maison a tenu la note après ton départ. Passage du peintre. The walk, the bathe, the balade à vélo, the wide river and a strip of cardboard was your arte povera. And early rising to see thick smoke from burning hay save the year's vintage, frost in May. Your gouache of the blue and white Moroccan jug, foaming lilac against brickwork, does gather the fourfold into one. For some time, the house held the note after you had gone. You educate my gaze in front of Matisse's little rose table. Éducation artistique au moment pour Macha.
Tu éduques mon regard devant la petite table rose de Matisse qui penche de façon inquiétante et sur laquelle est posé un objet de prime abord peu séduisant, un sac quelconque. Tout cela est déconcertant et salutaire à la fois. Tandis que la surface des nymphéas de Monet est visqueuse, toute lisse, sans armature ni caractère, et que la vase qu'elle camoufle suinte des sièges où nous avons pris place. D'où cette appellation de salon bourgeois. De tous les côtés, des fenêtres de Bonnard, avec leur vue si belle, habilement cadrée, donnent sur une vie rêvée, soit tout ce que je demande à l'art et considère qu'il est, mais maintenant désenchanté par ton enfance rugueuse dans un faubourg de Leningrad. Plus tard, toutefois, dans ton ensemble jaune vif et gris, avec force détail, tu me décris, non sans un certain plaisir, devant une salade de roquettes, comment l'un de tes ex te comparait jusqu'à en devenir lassant au nu de Modigliani. Bonnard, justement. Le Canet. Pierre Bonnard, son journal. Pour l'année 1938, rien. Rien de notable, apparemment, durant cette année critique. Un temps changeant et Marthe nue dans la baignoire, hors de la baignoire, entrant dans sa baignoire, sortant de sa baignoire, la Marthe élancée aux poses contournées, Marthe en train de sécher, mouiller, sécher, mouiller, sécher, mouiller, mais en train de s'essuyer, Marthe en train de mourir et le temps. Pluie, couvert, pluie, pluie, couvert, beau, beau, beau. Noyé dans son par-dessus, en chapeau, la moustache jaunie, la cigarette consumée jusqu'à son dernier bout, à défaut de chaleur, à défaut de confort. Un oiseau ébouriffé, posé dans un coin de la pièce, maintenant vide. La pièce du dimanche, un journal défraîchi, jeté sur la table, le tout saisi dans une lumière glaciale. Je viens de décrire là ma terreur frigorifiée. Lui, pendant ce temps, se penche pour apporter quelques retouches matinales à son amandier. Oui, je vais juste vous remercier pour tous les beaux mots d'Antoine et des participants. Et voilà, donc on va parler plus longuement de la peinture, mais juste Bonnard et le bonheur, c'est pas très original, mais c'était ça la France au début pour moi. Baudelaire, Bonnard, non, les deux B. Et puis pour les poèmes qui suivent que Jacques va lire, je vois qu'il y a une espèce de, aussi une sens du salut, comme la poésie comme salutaire, comme salvifique, si on peut le dire. C'est à l'encontre aussi des brutalités mécaniques du monde. Je vois ça presque inconscient, mais dans les deux poèmes qui vont suivre surtout. Et puis le dernier, Darshan, qui veut dire man, qui veut dire monstration, j'essaie d'exprimer tout le pouvoir de la peinture comme espace de libération, de liberté non conceptuelle aussi. Donc, voilà. Donc, Jacques.
Abstraktion und Einfühlung. Est-ce lié à mon âge si j'en viens à préférer l'abstraction à l'Einfühlung? La ligne dure au doux désordre, l'atelier de Mondrian à celui de Bacon, le rêve finalement morbide d'un contrôle total où il apparaît debout, tel un ordonnateur des pompes funèbres en costume 4 pièces avec pochette, ou comme un instituteur de province avec ses petites lunettes cerclées et cette lueur insolite dans l'œil qui nous commande de laisser derrière nous le fouillis et l'approximation pour pénétrer dans un monde d'ordre, carroyé sur le chevalet et réitérant sans effort à la façon d'un macrocosme sur les murs et le plafond, la transition de la maison à la rue, à la cité. Histoire de consumer toujours avec l'intensité d'un art total la douceur et la lumière de l'âme collective du néoplasticisme se déroulant sur le parquet luisant. Son atelier new-yorkais, par exemple, tel qu'on le voit sur une photographie, vide, immaculé, rangé dans un ordre parfait. Des pinceaux humides, une feuille de travers, des livres, des esquisses froissées, la trace d'un passage. Flairant le vide, la nature s'est interposée, l'autre catégorie voilée, tout en muqueuse, visqueuse, l'Einfühlung, autrement dit, et l'a tué. La trace d'un passage, flairant le vide, la nature s'est interposée, l'autre catégorie voilée, tout en muqueuse, visqueuse, l'Einfühlung, autrement dit, et l'a tué. C'est volontaire, je laisse passer un petit temps. Darshan. Atelier jaune. C'est exact. 93. L'atelier jaune. Je voulais vous demander, justement, c'était. C'est Vuillard. Ah oui, non. Le... C'est pas ça. Non. Non, c'est pas. On découvrira. Oui. L'atelier jaune. L'atelier de Vuillard, Château des Clés. Difficile en ce lieu, on est à Chicago, difficile en ce lieu d'apprécier la perspective où les toiles dans la toile sont fixées sur le mur jaune. La mise en abîme signera ma perte. Reprise. L'atelier jaune. L'atelier de Vuillard, Château des Clés. Difficile en ce lieu d'apprécier la perspective où les toiles dans la toile sont fixées sur le mur jaune. La mise en abîme signera ma perte. Dans ce brillant institute, croulant sous les dons, ce temple impérial érigé sur le purin et le sang d'anciens parcs à bestiaux, sur des couinements porcins dans des abattoirs de bon rapport à l'extrémité du Millennium Park. Reprise encore. L'atelier de Vuillard, Château des Clés. Difficile en ce lieu d'apprécier la perspective où les toiles dans la toile sont fixées. Sur le mur jaune, la mise en abîme signera ma perte. Dans ce brillant institute croulant sous les dons, ce temple impérial érigé sur le purin et le sang d'anciens parcs à bestiaux, sur des couinements porcins dans des abattoirs de bon rapport
à l'extrémité du Millennium Park, là où les tours, tels des badauds, se pressent et se reflètent dans l'œuf rutilant d'un ogre. Condensation de capital. Le dispositif est astucieux. Je contemple avec nostalgie et un certain mal du pays l'atelier jaune de Vuillard. Et je connais l'endroit. Dans ses moindres recoins, c'est ce paradis attentionné de tentures et de térébenthine où je pourrais enfin m'étendre sur le vieux matelas avec son dessus de lit à rayures, sous la petite lucarne, le temps d'un repos souverain. Et enfin, Darsham. Vous le... Ah oui, je lis. En anglais, j'essaie de lire. Alors, pardon. Darshan. C'est sur une table de Ben Nicholson. To turn off, to swerve off. It was nothing more than a whim out of the lassitude and a slew of traffic into the White Museum, where wide and tender wood ran clean to a wall, taking with it the famished gaze brought up short, not by yellow tulips in a window, nothing like this faded thing I thought, a scraped board where I could not eat, a green goblet where I could not drink, the multiplication of the loaves, in the cup, a rustle of snow. Pour moi, en français, ne pas louper cette impression que le début du poème vient répondre à une question invisible. Il y a déjà quelque chose en cours. Pour prendre la tangente, obliquée, ce ne fut rien de plus qu'un caprice, histoire de couper court au flux usant du trafic. Et me voilà dans le musée blanc, où un plancher vaste et lisse mène tout droit à un mur, guidant avec lui un regard affamé, soudain arrêté, non par des tulipes jaunes sur le rebord d'une fenêtre, rien moins que cette chose fade que j'avais en tête, une planche grattée à laquelle je ne pouvais m'attabler, un gobelet vert dans lequel je ne pouvais boire, la multiplication des pains. Dans la coupe, un bruissement de neige. Oui, ça fait déjà un bon premier aperçu de ta façon de saisir les choses. L'importance de la couleur, elle apparaît déjà dans le titre. Le fauteuil jaune, qui fait suite d'une certaine manière au Yellow Studio qu'on a lu tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose à voir avec ta méthode, c'est-à-dire par touches successives. Je ne parle pas d'impressionnisme poétique, mais une façon de mettre côte à côte des choses qui ne vont pas forcément ensemble, mais avec lesquelles tu parviens à introduire un lien. En même temps, on ne peut pas ne pas penser que l'importance que tu accordes à ces peintres, c'est un petit peu parallèle à celle que tu accordes à certains poètes qui comptent pour toi. Est-ce que tu peux un peu définir ton rapport à la peinture, à la couleur, à ces choses-là? Oui, bien sûr, Gilles. Oui, on peut commencer avec... On va en fait dérouler quelques images qui vont en partie illustrer les poèmes qu'on vient d'écouter. Je crois que c'est mieux de le faire après coup. Prenons le fauteuil jaune. En fait, ce beau tableau, c'est un détail d'une table de ma sœur, Caroline Roma, ici présente. Là, c'était plus le fauteuil jaune, c'était le mur à Nicolas. Ah bon, voilà, le fauteuil jaune qui réapparaît. Bon, je me permets de juste dire que j'ai la chance d'être dans une famille où, depuis mon arrière-grand-mère, toutes les femmes sont peintres.
mon ex-épouse était peintre. Et puis ce fauteuil, c'est l'atelier de ma mère, comme elle l'a laissé au moment de sa mort. Et ma sœur Caroline a peint ce tableau que je tiens à cœur, que je possède moi-même. Et quand je parle du paradis de terps ou de térébenthine et de l'odeur des huiles, des couleurs à l'huile, oil paint, c'est l'atelier de ma grand-mère qui a forcé, dont j'ai posé comme petit garçon dans les chaussures que je détestais, dans les petits costumes que je n'aimais pas, mais voilà. Mais pour moi, c'est toujours, comme je dis dans l'atelier jaune, que je revois dans l'image, enfin j'imagine dans l'image de Vuillard, c'est presque cet endroit maternel de sécurité, sûreté, lié de façon indéfectible à ces odeurs de peinture. Chaque fois que je renifle la peinture, je vais mieux. En fait. Voilà, surtout dans les ateliers. En parlant de couleur, on peut peut-être... voilà, il y a évidemment le jaune. Mais de la couleur... Est-ce qu'on peut passer, William, au Thomas Jones? Voilà, c'est déjà fait. Et Gilles a écrit un texte. On aime tous les deux ce tableau. Peut-être que vous le connaissez. C'est du peintre gallois, pas très connu, Thomas Jones, du XVIIIe siècle. Et à l'époque, c'était des grands fresques mythologiques, non? C'est des grands fresques des Achilles, des Aphrodites, des déesses. Mais là, ces esquisses, en fait, c'est minuscule, en vérité, je crois. C'est la taille à peine plus grand qu'une carte postale. Et c'est toute une série, c'est-à-dire ça s'inscrit dans une série de peintures. Après les peintures académiques et historiques qu'il a fait, ce qu'on appelait le Grand Tour en Italie, il s'est retrouvé à Naples seul pendant plusieurs mois d'affilée et il s'est mis à peindre ce qu'il voyait de sa fenêtre, c'est-à-dire des petits motifs tout à fait inanimés, sans présence humaine, et c'est assez confondant de modernité, c'est-à-dire dans la composition, cette façon de couper le ciel en haut, ces rappels entre le bleu et le blanc, cette chose qui pend, il y a diverses hypothèses qui circulent qu'on ne va pas détailler ici, mais enfin c'était une toile découverte dans une expo au Grand Palais au début des années 2000, et c'était un peu une révélation, quoi. Oui, je crois que notamment c'est cet échappatoire de la couleur. C'est vrai qu'il y a des gens qui voient, je crois, un crucifix ou je ne sais pas quoi. Mais pour moi, c'est aléatoire et ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est cet espace de couleur qu'il a mis là, en carré. J'ai pas ici, mais j'ai une encyclopédie de couleurs assez célèbre, des beaux petits bouquins japonais. Et c'est uniquement la palette des couleurs mises l'une contre l'autre dans une espèce de recette, une espèce de catégorie par couleur. Et c'est d'une beauté. On peut sans y aller plus loin. C'est dictionnaire de la culture et de ses combinaisons, c'est ça? Pardon? Dictionnaire de la couleur et de ses combinaisons. C'est exactement ça. Et on parle dans l'introduction, tu dis c'est une merveille. Je le feuillette comme on feuilletterait une liturgie grecque orthodoxe, pour le seul plaisir des mots, que l'on ne comprend pas toujours ou seulement à moitié. Il y a les mots aussi, quand même. Voilà, tu l'as dit mieux que moi. Non, c'est toi qui as écrit ça. Ah bon? Ok, oui. Oui, en parlant de la couleur pierre, on va peut-être passer à Mondrian. Voilà. Pour répondre un peu à Gilles, je ne peux pas, qui fait partie de la soirée aussi, c'est ce que je dois à la France. Bien que Mondrian n'est pas français, mais c'est pas... Mais les poètes français en ont écrit, notamment Yves Bonnefoy. Il y a tout un très très bel, peut-être son plus grand livre d'essais, Le Nuage Rouge. Il interroge de façon
fascinante, la couleur, les aspects du rouge. Qu'est-ce qui constitue le rouge? Il y a, par exemple, en chinois, il y a plein de catégories de rouge. Ça ne se résume pas sur le seul mot rouge. Et puis quand pour parler encore de Yves Bonnefoy un petit peu, qui a beaucoup compté pour moi, j'ai traduit L'arrière-pays, son grand texte de 1972, qui est une espèce d'autobiographie spirituelle de l'histoire de l'art. Il parle beaucoup de Piero della Francesca. Ce qu'il dit de Piero, c'est que ce qui l'intéresse moins, c'est en fait l'avant-plan, ce qui se passe. C'est la nativité ou une crucifixion ou la flagellation. C'est plutôt le paysage derrière. Il dit quelque part, ce peintre partage ma mélancolie de ces collines qui s'ondulent au loin, on ne sait pas où. Et c'est là l'arrière-pays. Et moi, j'avais... Bon, je ne me compare pas quand même, mais quand j'ai mes premières visites à la National Gallery, j'étais fasciné non pas par les Titiens de l'avant-plan, mais par les Titiens de l'arrière-plan, les bleus. Les bleus, ces magnifiques ponts et le bleu horizon. Et c'est ça qui m'a... Et puis, Bonnefoy dit aussi de Poussin, son peintre de prédilection, en parlant d'une des grandes bacchanales. Il y a ce bleu non conceptuel qu'il nous faut à notre conscience comme un tout. Et ça, c'est une phrase qui résonne avec moi. Cette bleu non conceptuel, c'est-à-dire on ne peut pas le réclamer pour quoi que ce soit. Et c'est ça la liberté de la couleur. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de symbolisme de couleur, mais on peut les laisser de côté, en fait. Donc voilà, ça c'est pour le nuage rouge. On va peut-être passer à l'atelier de Bacon, oui. Donc ça c'est la Einfühlung, Jacques. Oui, Gilles, quelques mots. C'est quoi comme ça? Il y a à peine besoin de commenter quand même. Ça parle de soi-même, c'est une image assez forte. Dans l'exposition qu'il y avait eu à Bacon à Beaubourg il y a quelques mois, ils avaient reproduit cet atelier en petite maquette. Oui. C'était très troublant. Il y a certaines photos célèbres de lui où on le voit au milieu de ce bazar. Non, c'est très parlant. C'est presque visqueuse et organique. On a l'impression que on peut faire pousser des choses là-dedans. Oui, c'est entre l'humus et le... Il y a des microbes, certainement. Le matériau de peinture, absolument. Voilà, donc une espèce de bordel joyeux de la création. Et puis, donc, j'ai voulu comparer dans ma tête, quand j'ai vu l'autre atelier, de Mondrian. De Mondrian. William. Voilà. Bon, c'est presque sans commentaire. Hein. Là, il y a la présence humaine est partie. Mais c'est aussi c'est cette idée dont je parle dans le poème, de cet ordre absolu, non seulement sur le chevalet, mais partout autour, les murs, les plafonds, les sols. Et le fauteuil blanc. Et le fauteuil blanc, c'est ça. Mais aussi que ça s'étend, je crois, dans une de ces manifestes, pourquoi pas dans la maison entière, dans la rue, dans la cité. Donc c'était aussi un idéal architectural, je crois. Donc cette idée de pureté, de l'ordre, que pour quelqu'un d'assez chaotique comme moi, c'est très tentant, toujours. Mais comme je dis, c'est finalement morbide. Et c'est le visqueux, c'est la nature qui finit par nous tuer. Voilà, c'est ça. C'est juste pour dire vraiment que ce poème est parti de ces deux images. Et puis, oui, William Worringer, petit point scolaire, c'est lui qui a, en 1907, William Worringer, qui a écrit
Abstraktion und Einfühlung, c'est le livre où il parle de... Il fait la distinction entre la peinture comme modelage et la peinture comme cisellement, comme carving and molding. Il fait tout un programme dessus. Et une de mes rêves, c'est d'avoir une Mondrian sur un mur de chaux cru. Enfin, c'est bizarre. C'est l'abstraction dans un vieux bâtiment. Ça, c'est aussi un idéal que j'ai. Va chercher pourquoi. Mais et Bonnard. Voilà. Bon, pas grand-chose à dire. Vous savez sans doute, c'est son grand dernier tableau, peint, repeint, retouché, repeint au Canet, qui est maintenant le beau musée Bonnard près de Cannes. Tout ce que je dirais, c'est que dans cette photo, je ne sais pas, c'était peut-être évident du poème, mais on voit le vieux peintre en deuil, on imagine après la mort de Marthe comme un petit oiseau, et puis dans cette pièce qui me semblait complètement glaciale, endimanchée. Mais en fait, c'est ma subjectivité qui empiète sur la réalité. En réalité, il était simplement le peintre, il restait le peintre. Et il retouchait son amandier. C'est aux autres d'avoir de l'angoisse pour lui, mais lui, il était complètement perdu dans l'autre, dans l'objet, qui est aussi une libération. Donc voilà pour Bonnard, qui était, comme je dis, une de mes vrais phares, et qui continue, qui reste comme ça. Et Vuillard aussi, Château des Clés. Là. Oui, ce magnifique tableau est en fait à Chicago. Je crois qu'il y a une version aussi à Lyon. Et voilà, il faut imaginer ça. Je vois ça dans ce centre de Chicago. Chicago qui est une ville bâtie sur des abattoirs, en fait. Donc c'est étonnant de voir ce bijou qui, évidemment, a soulevé tous ces souvenirs de mon enfance et de ce désir d'être ailleurs, sous la lucarne, sur le petit matelas, etc. Et puis la mise en abîme, c'est complexe. Il y a plein je parle de l'angle on peut étudier pendant longtemps ce tableau, parce que la perspective, comme la perspective dans le poème, est complexe. C'est un quasi Velázquez de ce point de vue-là, avec miroir, etc. On ne peut pas mettre un coin. Non, c'est compliqué. Et oui, juste pour peut-être finir donc cette suite d'images, il y a le Nicholson. Voilà, donc ça se trouve à Kettle's Yard, qui est j'ai cette lubie, chaque fois dans une nouvelle ville, je cherche presque tout de suite le musée d'art moderne, s'il en existe, parce que j'aime beaucoup les murs blancs, cette espèce d'ordre. Les cafés sont normalement très bons maintenant. Et Kettle's Yard, fondé en fait en 1957, l'année de ma naissance, comme ça, par Jim Eade, qui a beaucoup collectionné Gaudier-Breschke, des gens comme ça, des abstraits, et aussi Ben Nicholson, méconnu en France malheureusement, grand peintre moderniste, qui s'est lié d'amitié avec Mondrian quand Mondrian était en exil à Londres. Il était, avec Barbara Hepworth, l'un des pionniers de l'école de St. Ives, dans le Cornouailles, un magnifique peintre, qui a ce côté britannique, je dirais, c'est pas qu'il adoucit l'abstraction, mais il utilise, par exemple, le bois qu'il trouve sur la plage.
Donc il y fait des choses, des abstractions avec du bois, des objets trouvés aussi. Mais aussi il peut être d'une abstraction très, très sévère à souhait. Donc le gobelet, il avait, when I talk about the scraped board, gratté, la surface grattée, c'est exactement ce qu'il faisait, il grattait ces surfaces, qu'il ne reste que le grain du bois presque. Évidemment, comme dans le poème, c'est là où je trouve ce qu'il me faut comme un tout, comme dirait Bonnefoy. C'est dans cette... Comment se fait-il que dans une surface à 2 dimensions, on trouve tellement de 3-dimensionnalité, en fait, dans tous les sens. Voilà, ça c'est... Donc ça c'est pour la... Ça, on ferme la porte de l'atelier. Oui. On revient sur le fauteuil jaune. On revient sur le fauteuil jaune, oui. Et on passe au phare. Ça c'est... Oui. Les phares, c'est plutôt les ancêtres littéraires, etc. Le premier phare serait dans ce choix Nerval. Il faut l'entendre entre les lignes ou à chaque retour. Chimère. Une seconde fois perdue. Nerval. Il faudrait presque s'en réjouir, c'est ça. Ah, une seconde fois perdue. Ouais. Chimère, fille de feu. Chimère, fille du feu. En voici une autre devant moi. Corsage vert Bellini, broche à cheveux en trompe-l'œil sur le chignon, à l'image d'un domaine perdu. C'est l'une de tes créatures, toi, mon prochain, mon épouvantail, au front russe marqué du sceau de la guigne. Portée au nu, aussitôt qu'aperçue, elle te jetterait sur les sentiers en quête de ton double orphelin, le prince et la princesse du chagrin. Perdu, retrouvé, puis à nouveau perdu, cela aura-t-il jamais une fin? Tu regardais ailleurs, distrait par une fée des bois, et tu as laissé passer ta chance. Elle a épousé le boulanger. Mais voici que le fabuleux chignon quitte la boutique. J'en fais don à ton adoration légendaire. Regard rivé au sol, la tête basse, je ne m'écarte guère de ma sente. Et si c'était elle et nulle autre? J'en suis resté muet. Et ainsi de suite, encore et encore, jusqu'au bout de la corde. Métamorphose. Métamorphose. Albert Merat, l'un des vilains bonshommes, cercle auquel appartinrent Verlaine et brièvement Rimbaud, demanda à Fantin-Latour de le faire disparaître du portrait de groupe intitulé « Un coin de table », craignant de ternir sa réputation. Le poème s'intitule « Métamorphose ». Pauvre Albert Merat, le grand Albert, l'élégant, le colérique, le neurasthénique, surnommé par ses amis le cigare dédaigneux, a rencontré sa némésis sous la forme d'une terreur à figure d'enfant, venue à grandes enjambées de la campagne, avec de larges mains et des pieds énormes, mettre le feu aux abords du jeune Parnasse. Le génie vint au pauvre Albert avec un ricanement et une canne épée. Lui aussi eut ses sensibles chimères, louangées par l'oncle Hugo. Lui aussi son ode à l'anus, censurée par le maire. Lui aussi des débuts prometteurs. Lui aussi a usé sa plume avant de prendre la porte d'une morne sinécure. Bel esprit, mauvaise langue, zutiste à ses heures, homme à femme, cancanier, poète, poseur.
excusez-moi. Et pourtant, pas que je gâche la chute, et pourtant, d'Albert Merat, qui prit peur, il ne reste rien qu'un pot de fleurs. C'est de la métamorphose. Il a voulu disparaître du fameux tableau. Donc, il reste un pot de fleurs. Et je pensais, on parlait du jaune tout à l'heure. Moi, je suis pas très, je sais pas parler de peinture, mais la couleur de cet humour-là, c'est l'humour jaune. Si vous connaissez ce livre c'est Dominique Noguès qui l'a écrit. Ça s'appelle L'arc-en-ciel des humours. Et chaque spécificité d'humour a une couleur. Et l'humour jaune, c'est alors un peu d'ironie, pas mal d'autodérision. Là, c'est pas de l'autodérision, mais c'est le ricanement, c'est l'humour de Jules Renard, c'est l'humour de... Et Steven le pratique, cet humour-là. Alors, des fois, ça grince, des fois, c'est de la pudeur mise à distance aussi. Mais cet humour jaune, oui, ça nous ramène à Corbière. À la fois et aux amours jaunes de Corbière. Oui. Et on pense à La Forgue, qui est un de tes phares aussi. Ça passe entre l'amour jaune et l'humour jaune. Et l'humour jaune. C'est presque une homophonie, mais j'avais pensé à ça tout à l'heure. Forme d'humour aussi dans les pauses café du vieil homme. C'est pas les pauses du vieil homme, c'est les pauses café du vieil homme. C'est pas pareil. J'ai du plaisir à converser avec une jeune femme le temps d'un crème allongé sur le coup de 11 heures. Nous parlons de ses journées, de ses recherches, de ses poèmes, des langues et de certains endroits connus de l'un et de l'autre, éparpillés autour du bassin méditerranéen. Le matin titube et rutile. Le matin titube et rutile. Et la serveuse passe et repasse, sa silhouette dessine une arabesque ininterrompue jusqu'au torchon qui sort de sa poche arrière. Et durant tout ce temps, tandis que la morale nouvelle relevait la tête et dressait l'oreille, ses mains délicates entouraient sa tasse sur la table. Je l'accompagne sagement, rue de l'Observatoire. Je m'incline comme Rilke l'aurait fait devant la Muse. Ewiger Abschied, adieu éternel, et rebrousse chemin sagement. Pour Paul. Oui. On le fait à deux. Bon, petit changement de registre. Autre phare, Paul Le Gellou, poète mort en 2015, malheureusement. Mais c'était l'un de mes grands amis au début de mes débuts à Paris, dans ces années dont a parlé de façon émouvante Antoine. Donc voilà, je vais lire juste la première strophe. For Paul Le Gellou, poète, 1955 to 2015. After a long, disturbed absence, what I recover from seeing you is not merely speech, but a pattern of gestures I loved, the regular slight panic with which you pat all your pockets in turn to check on money, cards, cigarettes, lighter, the debonair way you still brush back your hair, the efficient unfolding of spectacles. Après une longue absence émaillée d'obscurité, ce que je retiens de nos retrouvailles, ce ne sont pas seulement des paroles, mais une suite de gestes aimés, la légère panique avec laquelle, à intervalles réguliers, tu tapotais tes poches pour vérifier que argent, cartes, cigarettes, briquets, rien ne te manquait. Et cette façon débonnaire que tu avais de déplier tes lunettes, de rejeter tes cheveux en arrière, plus mûrs,
Nous sommes un peu plus âgés, assurément, nos cheveux ont grisé, un peu plus vite peut-être qu'il n'eût fallu. Plus circonspects, moins téméraires, moins impatients aussi, n'attendant plus l'heure miraculeuse ni les plénitudes de naguère qui ne nous visitent plus. Nous avons fait nôtre une propension nouvelle au stoïcisme, surtout lorsque celui-ci s'appuie sur un fond de désolation. Tous ces plaisirs raisonnés propres au XVIIIe siècle. Nous avons fait nôtre une propension nouvelle au stoïcisme, surtout lorsque celui-ci s'appuie sur un fond de désolation. Tous ces plaisirs raisonnés propres au XVIIIe siècle. Cela dit, le Calvados aidant, on aborde enfin la question brûlante. Est-ce que tu écris en ce moment ? Froncement de sourcils, soupir, louvoiement, et nous voilà revenus aux quelques valeurs sûres, aux alliés indispensables, romantiques, intimes, confessionnels pour la plupart. S'ensuivent les bonnes vieilles blagues, les dernières rumeurs circulant sur la petite bande de toujours, et la saveur retrouvée de ta compagnie qui n'a pas pris la moindre ride. Phare. Non, je pense que c'est bon, c'est ça. Oui. Chanson. Donc, on creuse un peu le sillon, et là, je crois que le moment est venu quand même de parler de la place particulière que tu occupes entre France et Angleterre, parce qu'il faut rappeler que Steve, rappeler, je ne sais pas, tu as fait une anthologie de 20th Century French Poems qui couvre à peu près tout le XXe siècle français en analysant les différents courants, les différents représentants de ces courants. Ensuite, il y a eu une anthologie qui était sans doute plus personnelle, plus proche, qui est Into the Deep Street, consacrée à 7 poètes français, où on voit un peu ton approche, on voit vers quel côté tu penches d'une certaine manière. Et quand on parle de Follin, de Réverdy, de cette Philippe Jacotet, et donc là, il faudrait préciser un petit peu ta position. Si on veut schématiser, on peut dire que du côté anglais, il y a Coleridge, Pound, Eliot, Larkin, Geoffrey Hill, d'une certaine manière. Oui. Du côté français, Nerval, on l'a vu, Baudelaire, évidemment, Laforgue, Valéry, Bonnefoy, dont tu as traduit L'écharpe rouge, l'arrière-pays en titre anglais. Donc il y a... Et en plus, on le voit dans les... Il n'y a pas de poèmes, il y a très peu de poèmes de Steve où il n'y a pas, on insère une petite citation en italique parce que l'expression est en française, ou en français, ou en italien, ou en allemand. Donc c'est une façon qui t'est propre. Est-ce que tu te sens coupé par le milieu ? Disons, une ligne qui passerait par la Manche, ou bien ce sont des patries d'adoption successives ou simultanées? Voilà, il y a beaucoup de choses. Valérie, oui, il y a la citation qui va m'aider. C'est Steven qui a écrit ce texte. Moi, je me contente de le lire, mais j'avais jamais lu Steven. Merci Antoine de lui avoir suggéré d'écrire un avant-propos à ses propres poèmes. C'est parce que ce texte est vraiment formidable. Alors, à un moment, Steven s'arrête et dit « Petite parenthèse sur la méthode. Je viens d'utiliser le mot « cristallisation » qui me rappelle la belle formule de Reverdy selon laquelle le poème serait la réalité imaginée. Une cristallisation à l'image du givre sur une vitre ou une ardoise, du monde extérieur, visible, et de cet autre monde intérieur fait de vision, de subjectivité, de désir et de souffrance obscure. Le poème serait donc le fruit de ces moments si rares mais fructueux qui préservent de la collision de ces deux mondes dans une disposition de mots sur la page. Mais là où Reverdy proscrit la réminiscence livresque, la poésie qu'on va lire, nourrie d'un modernisme anglo-saxon, en est ici truffée.
C'est ce que tu viens de dire, Gilles. Et c'est ce que j'appelle mes mots des autres quand il s'agit de ma pomme, mais on aime inclure nos sources poétiques dans nos propres... c'est des incrustations, c'est comme, je ne sais pas, dans le pudding, ce serait toutes sortes de fruits. Je ne sais pas, on peut en parler comme... Dans le cake, les cerises, pardon, cake, oui, c'est ça, oui. Oui, je parle aussi de mes épouvantails combinatoires, enfin, dans la belle formule qu'a trouvée Gilles pour traduire. Parce que Nerval, Baudelaire, Laforgue n'avaient pas des happy ends. Donc, ces grands romantiques qui m'attirent plus que tout, je crois, même malgré mes tentations classiques. Oui, oui, je peux aller juste le cœur de la chose, c'est moi je suis, comme disait Antoine, je suis profondément formé par Eliot, c'est pas un secret, et aussi par Ezra Pound. Ce sont des grands modernistes, high modernists, anglo-american high modernists. La fin de la Terre-Vaine, c'est une collage de citations, en effet, mais ce n'est pas la citation vaine, tout dépend du contexte. Donc c'est un jeu de contextualisation. J'ai écrit un essai sur le Sauveigne-Vos, le Foucault Cagliafina et Arnaud Daniel qui disparaît dans le feu qui les affine en italien. Et chez ces poètes, il devient des talismans. Donc une forme de l'intertextualité, c'est de mettre Sauveigne-Vos, comme fait Eliot dans Mercredi des Cendres, moi, à ma position beaucoup plus modeste, je mets par exemple Ordina quest'amore o tu che m'ami. Ça, c'est une belle expression. Ce n'est pas de Dante, c'est de Jacopone Todi, mais il faut le mettre dans l'italien, parce que c'est ça qui a toute sa résonance contextuelle. Ça serait absurde de le mal traduire en anglais, à mon sens. Ça dépend. Mais pour moi, il s'impose que certaines citations soient dans l'original, dont Ordina quest'amore. Il y a d'autres, comme un sac quelconque. Enfin, Gilles, je crois que tu as répertorié tous mes péchés, peut-être. On ne va pas les énoncer tous, mais j'ai, par curiosité intellectuelle, presque, j'ai pris le fauteuil jaune et j'ai regardé les mots qui étaient en italique dans la version française et anglaise, c'est-à-dire qu'ils sont chaque fois dans une langue, et ça peut donner quelque chose d'un peu surréaliste, comme farniente, sit-in, ménage à trois, vallée des merveilles, camiseria, sous l'escaline, un sac quelconque, mise en abîme, arte povera, mon petit coin sous les vignes, etc., etc., etc. Et ça, alors, mais ça fait un peu un office de jeton, presque. Je finissais par avoir l'impression que c'est quelque chose qui vous déstabilise un tout petit peu le temps de la lecture, mais c'est une déstabilisation très savante qui s'accompagne en même temps de tout un jeu assez sophistiqué avec les tirets, les points de suspension, les parenthèses. On n'arrête pas de changer de distance. Et finalement, ce déséquilibre finit par instaurer une forme d'équilibre qui était assez particulière. Je pense que c'est délibéré quand même. Mais cette fouillis d'impression, si j'ai cité le bel article d'Olivier Barbaron, qui est ici, je crois, il parle c'est d'impression les yeux mi-clos qui sera là, c'est-à-dire ce flux d'impressions qui sont aussi chez moi linguistiques, sans doute. De liesse des sit-ins, je ne peux pas parler de la rue Cardinal-Lemoine un printemps sans les sit-ins, c'est pas possible. C'est tellement 68, les années 68, les sit-ins. Un sac quelconque, quand je décris la position du sac chez Matisse, tout naturellement, ce jolie locution française me vient à l'esprit. Pourquoi me priver de ça? Parce qu'en fait, c'est awkward. Un sac quelconque, awkward on the table. Même rythmique, c'est awkward. Et il faut être awkward. Voilà. Donc c'est pas une seule raison. Il y a plein de subtilités entre ces citations. J'ai jamais douté qu'il y avait plein de subtilités. Non, mais le sens.
Non, mais il y a des différences entre ce que j'appelle mes talismans, Ordina Questamone, et un sac quelconque. C'est d'autres registres, d'autres réseaux. Mais voilà. Et c'est encore plus, on parlait de l'italien et de l'allemand, mais c'est encore plus vrai dans le sens français et anglais, Oui, où il y a parfois oui. un peu d'anglais dans la version française, mais beaucoup plus souvent du français dans la version anglaise. Oui. Donc, oui, par exemple, comme a si bien lu Jacques, une seconde fois perdue, il faut ça en français, c'est Nerval, c'est toutes ces femmes perdues, c'est filles du feu. Ce n'est pas a second time lost, non, c'est une seconde fois perdue. Ouais. Si on inverse la chose, c'est Philip Larkin qui disait foreign poetry, God no. Mais il dit les autres fenêtres, the high windows, les autres fenêtres, ye gods. Donc il ne pouvait pas accepter. Mais lui, il faisait le contraire. Et en fait, il exagérait, je crois, Valérie, non? Oui. Larkin. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait Oui, donc les origines, donc Baudelaire, et puis tu as parlé des ontologies, tu veux que je parle un peu de... oui, Parce on voudrait savoir où tu te situes toi-même dans ce flux. Mais moi l'histoire de Follin, c'est assez un peu circonstanciel, en fait, parce que il y avait un poète que j'ai connu, David Gascoigne, le grand fou surréaliste anglais, un magnifique personnage. Avant de partir à Paris, il m'a donné une espèce de carte de visite, dont plusieurs membres de cette carte de visite étaient morts, malheureusement. Mais donc j'ai essayé de les contacter, destinataires inconnus. Mais une qui était bien vivante, c'était Madeleine Follin, justement, cette grande dame redoutable, enfin petite dame, mais redoutable, place des Vosges, très bel appartement. Et c'était en partie pour m'introduire dans le monde politique français. Je dis rien, j'étais juste un jeune étranger. Mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé la poésie de Follin, qui me semblait concret dans le sens, pas exactement anglo-saxon, mais qui parlait des animaux, des objets, des femmes, des fermes, des pays agricoles, le vin, de façon très subtile. J'adore Follin, et très impersonnelle. Donc ça m'a beaucoup touché. Et puis j'ai découvert Philippe Jacotet notamment, Jacques Réda, Guy Goffet, Paul Deroux et Gilles ici présent, qui me semblait, ils peuvent me contredire, mais je pense qu'il y a un lien de poésie de ce monde, poésie péripathétique, poésie de l'objet. Il y a un très beau poème de Gilles sur une tasse d'émail, hein, non loin de la dictionnaire Niobé des analogies, c'est-à-dire il parle pas de façon abstraite, mais il parle de cette tasse qui l'accompagne dans son travail. Ça j'aime beaucoup. Hors sujet. Et puis Valérie, magnifique, j'ai découvert plus tard, elle était à Tours. Donc, pour tout vous dire, il y a une part de circonstance dans tout ça. Est-ce que ça te semble exportable de l'autre côté de la Manche, ou est-ce qu'il y a des difficultés à la réception, ce genre de poésie? Parce qu'on en avait aussi une conversation qu'on avait eue ensemble un jour, je me souviens, quand on parlait par exemple des carnets de Perros. Il y a un genre littéraire un petit peu parfois du genre de la note, de la note pour soi, qui est un genre qui n'existe pas en Angleterre. Là-bas, on considère que les auteurs n'ont pas donné leur brouillon ou leur pentimenti, leurs états d'âme et leurs interrogations. Mais est-ce que tu as des problèmes de transport, si je puis dire, je pense que c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, et personne ne sait exactement, mais il y a une résistance à la prose poétique en Angleterre, c'est certain. On veut, c'est peut-être parce que là je le forme sur le vif là. C'est peut-être parce que c'est une langue stress timed. C'est pas une langue syllable timed. Et je pense que si c'est trop stress, parce que l'anglais est trop stressé, on veut un poème, on veut la forme d'un poème, parce sinon c'est vraiment bancal entre les deux.
Et l'idéal de Baudelaire ne peut pas marcher, c'est-à-dire cette prose sinueuse qui est syllable-timed, which is even, est trop stressé en Angleterre. C'est peut-être quelque chose comme ça. Là, je tâtonne. Ce qui expliquerait que Baudelaire, tu me disais, on est à 5e, 6e, 7e tentative de traduction, comme s'ils n'arrivaient pas à trouver le passage. Quand j'ai un ami qui veut entreprendre du Baudelaire, je l'ai dit une interdiction. C'est trop horrible. Je dis, tu vas le bâcler. Mais il le fait quand même. Non, les traductions de Baudelaire que je préfère sont en prose, bizarrement. Peut-être que sans contredire ce que je viens de dire, parce que c'est plus modeste. Et on arrive à un rythme en prose, syntagmatique, que si on essaie de rimer Baudelaire en anglais, oh geez, oh God, c'est horrible. Il y a une horrible traduction de Harmonie du soir. Parce que tu dis, Swaying Steven, in the candles, oh. On ne peut pas arrêter une Sestina, c'est une villanelle, non? Comme ça. Une pantoum, pardon. On ne peut pas arrêter une pantoum comme ça. Ça se fait pas. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire qu'en fait, donc Baudelaire n'aurait pas pu exister outre-Manche. À mon avis, il ne peut pas. Mais on adore Baudelaire. Un Baudelaire qui. Est-ce que. Je veux dire l'âme baudelairienne, ou je ne sais pas. Est-ce que ça aurait pu naître oui, c'est Swinburne. Plus gothique. Oui, je sais pas. Swinburne, mais Swinburne, c'est comme une mauvaise caricature de Baudelaire. Où il faut le chercher ailleurs, chez Coleridge ou quelqu'un qui paie très cher. Pardon? Il y a quelqu'un peut-être qui veut intervenir dans la salle? Il faudrait faire passer le micro. Non. Après, on aura si vous voulez, des questions à la fin. Voilà. Et donc on passe à la troisième. Oui, on passe. Oui. Les yeux mi-clos, pour reprendre l'expression d'Olivier Barbaran. Les yeux mi-clos. Oui, c'est à deux. Alors la première, des yeux mi-clos, elle n'est pas tout à fait... Alors je sais d'elle, plutôt que de parler des yeux mi-clos, qu'elle se passe enfin en Touraine. Oui. Parce que là, de tout ce qu'on a lu, il y a très peu d'arrêts en Touraine. Passage du peintre, en effet. Passage du peintre au départ. En Touraine, oui. Et puis... Ah donc, on se la lit à deux, alors. On passe à autre chose, là, il faut dire. Song of the Airbnb host. Chanson de l'hôte d'Airbnb. Tu lis l'exemple. Les cruautés du conformisme social, les avilissements de la vulgarité oclocratique, les menteries de l'hypocrisie normée, les illusions d'une respectabilité projetée, les superficies du divertissement abyssal. Scruffy Owlet's Tree. Oui, c'est le blog de mon fils. C'est le Scruffy Owlet's Tree. J'ai un fils magnifique qui a des magnifiques colères. Donc ça, c'est de lui. Scruffy Owlet's Tree, c'est son blog. Voilà. I am preparing. Je me prépare. To reach out. C'est mon offre. And what I loved. Ce que j'ai apprécié. About X and Y. Chez X et Y. Or X and X. Ou X et X. Or Y and Y. Ou Y et Y. I shall write. Je le rédigerai. And they shall write. Et ils le rédigeront. Si vous annulez, vous n'accéderez pas au statut de super-hôte. Vous pouvez même être radié de la plateforme et de la liste des amis. So I am reaching out. Voici donc mon offre. You see. Vous voyez, I am beyond excited to be sharing my home. J'ai plus que hâte de partager mon chez-moi. There is just this. À ceci près. And this. Et ceci aussi. And this. Et ceci encore. I need you to do better. Vous êtes invités à y pourvoir. If you fail to provide the quality expected. Faute de quoi, si le degré de satisfaction n'est pas atteint, there will be feedback. Il y aura un retour. Toi, tu vas faire du Airbnb, non? Oui, enfin oui. Bon. Chez Gaulle,
il a l'avantage d'être le premier du recueil, du livre, Oui. et celui de la 4e de couve. Oui, Schegel, je vais le lire en anglais. Schegel, c'est... je commence avec anglais, peut-être. Oui. Schegel, c'est le chardonneret, et qui a référence aussi à Ossip Mandelstam, le grand poète russe. Donc c'est un poème de printemps, de retour aussi à la vie après les ténèbres. Schegel. The goldfinch chatters beyond himself, ignites the dreary step of intervening time. With a bob and a dart he has come home to his hole in the laurel, to his nest-making business. At the heart of continuity where he flies, a flashback of red in the famished mind. Stéphane, est-ce qu'il faut marquer les interruptions entre les strophes? Vous ne le marquez pas? Très peu. Oui, très peu, mais comme tu veux. Peut-être ça change quand on arrive au français, on est plus classique. Oui. Le chardonneret jacasse au-delà de lui-même, il met le feu à la steppe aride du temps qui s'écoule. D'un bond, telle une flèche, il est rentré chez lui par son trou dans le laurier pour confectionner son nid au cœur de la continuité où il vole, un éclair rouge dans l'esprit affamé. Ou sinon, ça donne en suivi, le chardonneret jacasse au-delà de lui-même, il met le feu à la steppe aride du temps qui s'écoule. D'un bond, telle une flèche, il est rentré chez lui par son trou dans le laurier pour confectionner son nid au cœur de la continuité où il vole, un éclair rouge dans l'esprit affamé. Ouais. Peut-être c'est mieux, effectivement, non, j'aime beaucoup le réunir. Non, au contraire, j'aime beaucoup ton attente. Ah bon. C'est un poème qu'il faut lire plusieurs fois. Moi, je dis... À toi, Anna. À toi, Anna. Oui, à toi, Anna. Ce sont des choses... Oui. Non. Non, moi, c'est après. Ah, tu voulais lire à toi, Anna? Oui. Vas-y. À toi, Anna. Allez. À toi, Anna. À toi, Anna, la pivoine encore en bourgeon. Et pour ta mère, la pleine folle raison. Dans la demi-lumière du matin, à mon chevet, comme elle pourrait s'occuper d'un mourant, au son du 3e prélude, livre 2 de Bach. Comme dans cette peinture qu'on appelle le collier, où tout est à sa place et où des yeux aimants veillent. À toi, Anna, goutte d'eau, de Bach, le 3e prélude du livre 2. Voilà, merci. Moi, je marque les strophes parce qu'elles ont lieu d'être, elles sont là, vrai, elles sont bien physiquement sûr. sur Bien sûr, il faut les marquer. Tu parles un peu de... Place de la Sorbonne. Tu veux que je parle d'eux? Pourquoi tu veux le lire, enfin, Hein? Pourquoi tu veux le lire? Depuis le début, Gélie voulait lire ce poème. Oui, non, je sais, mais peut-être il aimerait dire quelques mots. Je te le dirai après. Place de la Sorbonne. Dernier grand soleil de septembre. On est assis à la terrasse de l'écritoire. Souvenir, souvenir. Gagne-t-il en substance ou bien ne fait-on que les égrener? Chronos ou Kéros. Cela aussi, je me l'étais déjà demandé. Nous avons survécu à nous-mêmes, dirait-on, ou bien aurons-nous su au moins durer. Le lieu concentre notre désir pour tout cela que d'autres auront désiré, le vert tendre ou la rouille des feuilles du Luxembourg. Il y a ce surplus de tendresse que l'on ressent, les yeux mi-clos, dans le rayonnement du lieu, traversé et retraversé par les jeunes gens, et par là, j'entends chacun d'entre nous. Tandis que l'été se prolonge et que la vie s'agite vers sa fin, un vide central dans la lumière du soleil, où la pierre de taille et une rangée de fontaines brûlantes éclairent la forme de la ville pérenne et qui n'a pas vieilli.
Je trouve que c'est un petit concentré de ton art poétique, en fait. C'est pour cette raison. C'est pas seulement ton parisianisme, mais c'est cette façon de faire miroiter des choses. Oui, les yeux mi-clos. Donc, dans la catégorie des yeux mi-clos, exactement. Et puis à la fin, c'est l'image, j'avais en tête aussi les città ideali italiens, magnifiques, de Piero, de Laura, on ne sait pas de qui, mais qui ont beaucoup obsédé bonne foi, pour revenir à lui un instant. C'est des villes idéales, vides, en fait, juste architecturales. Voilà, merci. Ce savoir. Les jardins dépouillés de nos mères respirent doucement sous le ciel gris du matin et sa tristesse. Ils débordent placides les bornes de l'ancien courtis. Un frêne déploie ses rameaux et un lilas plus foncé que d'habitude, d'une lueur timide mais défiante, en retrait, telle une jeune Corée surprise près de l'étang, redevient secret. Et moi, déchiré alors par ma propre survie, maintenu à flot par ta joie et ton souci, et l'étang toujours dans ce sursis si vite aboli, et ce savoir soudain que nous ne sommes que des formes de matière, cette arête dangereuse, et combien nous sommes défaits, et combien ce savoir aussi s'épuisera. Il y avait, avant les pommes, je tombais sur la page d'avant, la grange. La grange, c'était ton fardeau. Il faut qu'on débarrasse la grange. Ton fardeau est ta croix. Ouais, ça, c'est ma maman, ça. Ah, ouais. La grange, c'était ton fardeau. Il faut qu'on débarrasse la grange. Mais dans le poème, elle est débarrassée. Oui, finalement, finalement. Mais trop tard. Alors que dans les pommes, peut-être que la réponse n'est pas venue de son vivant. Non, c'est ça. Te sentir coupable de tout ce que nous aurions dû faire et n'avions pas fait, c'était ton péché mignon. Les pommes même étaient devenues une corvée avec retard, donc ce mot n'est pas d'inquiétude si elles ne sont pas ramassées. Maintenant, dans les froidures, un bec orange met au jour dans la neige des taches rouges pour le chérubin. Tu as dressé un festin pour ceux qui ont faim. Jeune homme, faut-il préciser qu'il s'agit de Paul Valéry? Vous l'aurez certainement reconnu. Bon, en partie de lui. Je n'en doute absolument pas. Pourquoi? Quel Paul Valéry? Y a-t-il pas plusieurs Paul Valéry, Stéphane? Mais le Paul Valéry jeune. Jeune. Oui. L'année où il s'interrompt. Voilà, c'est ça. Son année ascétique. Voilà. Il a assassiné ses idoles. Il n'y a que le tableau noir et une squelette dans la chambre. Jeune homme, avec une table et une étagère et l'anatomie de Gray, s'apprêtant à empoigner le tronc du savoir, à mener une vie réflexive à l'aplomb de la cité inique dans ses 9 mètres carrés, s'émerveillant devant Spinoza ou bataillant tel un canif ouvert au milieu de la foule servile, tenu en laisse par l'implacable, nous prêtons l'oreille à son discours comme si nous caressions le museau d'un daim ramuré en quête d'un fruit à cueillir sur le pommier immémorial et si prompt à s'effaroucher.
s'émerveillant devant Spinoza, ou bataillant tel un canif ouvert au milieu de la foule servile, tenue en laisse par l'implacable, nous prêtons l'oreille à son discours comme si nous caressions le museau d'un dinde ramuré en quête d'un fruit à cueillir sur le pommier immémoriel, et si prompt à s'effaroucher. Heimkunft. Heimkunft, oui. Oui, en fait, c'est Valérie, mais c'est aussi beaucoup de nos jeunes hommes, que je crois. Et ça aussi, ce poème, c'est pour un jeune homme. Heimkunft, ça greffe sur Hölderlin, avec il y a une citation que moi je vais lire dans le français de façon fortuite, qui est de Michel de Guy, le regretté Michel de Guy, dont je sais qu'on a commémoré aujourd'hui même dans cet endroit avant cette séance. Donc voilà, petite pensée à Michel de Guy. Donc la citation de Hölderlin de Heimkunft. Calme brise cependant les hauteurs argentées au-dessus, déjà pleines de roses là-haut, la neige luit. And then one day the young master returns from a dark place, and birdsong leads the wanderer in, and the cat yawns and curls again in the headiness of this instant. The house is fragrant with wood smoke and honeysuckle, which is a kind of accomplishment. Returning from dogma, home to the humane, he lays aside knapsack, alpenstock and hat, goes straight to the piano, sits bolt upright and picks out 1, 2, 3 of the Volta Pariata. The Bildungsroman, his own, is unopened on the table, but let it be. Let the elevation last, for it must fall a moment longer. The blue dome is tense, the gods are close, everything is possible. Ruhig glänzen in des silberen Hohen darüber, wohl mit Rosen ist schön droben der leuchtende Schnee. Merci Hölderlin. Et puis un beau jour, le jeune maître s'en revient des ténèbres, et le chant de l'oiseau guide le marcheur, et le chat bâille et se pelotonne à nouveau dans l'euphorie de l'instant. La maison embaume, le feu de bois et le chèvrefeuille. Là, je ne résiste pas à dire plus précisément la description du fils qui revient à la maison, et c'est lui, le jeune maître aussi, qui revient des ténèbres. Et puis un jour, le jeune maître s'en revient des ténèbres, et le chant de l'oiseau guide le marcheur. Et le chat bâille et se pelotonne à nouveau dans l'euphorie de l'instant. La maison embaume, le feu de bois et le chèvrefeuille, ce qui, déjà, en soi, n'est pas rien. Revenu du dogme, à nouveau chez lui, parmi les hommes, il dépose musette, bâton de marche, chapeau, se dirige vers le piano d'un trait, s'assied tout droit et déchiffre 1, 2, 3 du clavier bien tempéré. Le Bildungsroman, le sien, est posé sur la table, fermé. Mais laissons-le, laissons l'élévation se prolonger, car elle retombera un moment encore. Le dôme bleu est tendu, les dieux sont proches, tout est possible. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin. Vient le moment, en général, on dit si quelqu'un veut prendre la parole, et puis il y a un silence. Et puis... ça a été déjà long. Mais... Enfin, le micro est à disposition. Si... Je voulais préciser qu'on n'a pas fait, mais la moitié des traductions ont été faites par Antoine Jacotet,
qu'on n'a jamais été précisé, mais voilà, je voulais le préciser. Gilles et Antoine, et voilà, que je remercie vivement. C'était un long travail. Est-ce que ta poésie peut influer sur les résultats du match France-Angleterre ce soir? Il me semble. Est-ce qu'on a déjà perdu les Anglais? Ça a été déjà? Il y a des résultats? Je ne sais pas. Non, ça commence même. Ah bon? Ah là là, tout le monde va partir. Je crois que c'est un match du soir. Tout le monde va partir. Bon. Pas de questions? Non, mais c'était adorable d'être venu. Merci encore. Et merci à mon éditeur, Jacques, Gilles, Valérie. Merci à vous.